Merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc effectivement, on va continuer à parler de modélisation physique sous gravité normale. Et ici, on va s'intéresser au développement d'un outil pour étudier les conséquences de mouvements de terrain, donc essentiellement des affaissements, sur des structures de surface et les moyens de mitigation que l'on peut imaginer. Donc c'est effectivement un travail qui a été fait en collaboration avec l'INERIS, donc avec Marwan El-Haeb, mon collègue du laboratoire 3SR Pascal Villard, et puis deux anciens doctorants, donc Mohamed Hassoun et Ulyen Nguyen. Donc la problématique à laquelle on s'intéresse, c'est celle des affaissements de cavités naturelles ou anthropiques, et surtout à l'effet que ces affaissements peuvent avoir sur des structures en surface. Donc c'est des phénomènes qui sont complexes, des phénomènes d'interaction sol-structure qui sont complexes, qui sont finalement difficilement observables dans la réalité, ou en tout cas on a de la difficulté à déclencher un affaissement pour étudier son effet sur une structure réelle, et puis c'est de toute façon affecté par la complexité géologique, géotechnique et l'histoire du site. Donc c'est un bon sujet pour pouvoir mettre en œuvre un modèle physique à échelle réduite pour essayer d'étudier ces phénomènes, d'essayer de les identifier, de faire des mesures qui pourront servir par la suite à développer des méthodes analytiques ou des méthodes numériques. Alors l'axe que l'on a utilisé, c'est celui de la gravité normale pour avoir des expériences qui sont plus facile à mettre en œuvre, même si le volume des manips que je vais vous montrer est quand même assez important. Donc l'outil principal, c'est ce simulateur de mouvement de terrain qui a été développé, qui est installé au sein de l'INERIS. Donc c'est une cuve globalement de 3 mètres par 2 que l'on peut remplir jusqu'à 1 mètre de hauteur de sol. Le fond est équipé de vérins électromécaniques et qui permettent d'imprimer un déplacement, une course verticale, ce qui permet, ces 15 vérins étant indépendants, de représenter un petit peu ce que l'on veut en termes de forme, d'affaissement et d'ampleur de cet affaissement. Le dernier point sur lequel je ne rentrerai pas dans les détails dans le cadre de cette présentation, mais on est sous gravité normale, donc on se pose toujours la question des conditions de similitude. On essaye au maximum de les remplir, je dirais autant que possible, ce qui fait que ces expériences que l'on a pu réaliser, elles peuvent être, suivant les cas, soit utilisées comme plus qualitatives, ou éventuellement quantitatif si l'ensemble des conditions de similitude sont véritablement remplies. Le matériau sur lequel on travaille, les matériaux sur lesquels on peut travailler, donc des sols granulaires. Je vais vous montrer pour une première application le cas de sol de type sable de Fontainebleau, purement frottant. Et puis dans le cadre d'une deuxième application, on a pu travailler sur un sol cohérent, donc mélange très modèle de sable et de kaol. L'équipement qui est sur ce dispositif, donc tout d'abord on parle de structure en surface, donc on a des dispositifs de mesure par imagerie 3D, par des caméras numériques, deux jeux de caméras qui permettent de reconstruire des cartographies ou des évolutions de déplacement tridimensionnels. Donc c'est ce qui est fait à partir d'un logiciel de traitement d'image qui s'appelle Vic3D. Et puis donc on a un ensemble de caméras, donc on en a 4 au total, 2 qui vont permettre essentiellement de suivre les mouvements de la surface du sol, et 2 qui vont pouvoir permettre de suivre spécifiquement ce qui se passe sur une structure de surface. À retenir la précision des mesures de déplacement que l'on obtient dans les conditions d'essai, de la halle d'essai dans laquelle se réalisent ces manips, c'est de l'ordre de 0,05 mm, ce qui est tout de même assez intéressant. Pour la deuxième application que je vous montrerai sur le cas de sol cohérent et de l'effet de renforcement par
d'un sol par nappe de géosynthétique. On a également mis en place de l'instrumentation au fond, donc essentiellement par un suivi des déplacements verticaux par un ensemble de capteurs radar, donc essentiellement centré sur la partie mobile, donc la partie qui va représenter l'affaissement du sol, et puis dans l'autre partie, des capteurs de contrainte verticale, donc, qui permettent de mesurer essentiellement les reports de charge qui vont pouvoir se générer. Donc la première application que je voulais vous présenter cet après-midi, c'est l'application à l'évaluation des dommages dans une structure soumise à un affaissement. Donc c'est le cas d'un affaissement naturel ou anthropique, enfin quelque chose qui peut venir. L'idée de départ était plutôt les affaissements dus à des cavités anthropiques, des cavités minières essentiellement, où on se pose la question de savoir quel est l'effet de cet affaissement sur une structure en surface, et en particulier suivant le positionnement de la structure par rapport à la cuvette de tassement qui est observée soit en son centre, soit en bordure, soit en plein milieu. Donc on a une combinaison de sollicitations qui peuvent intervenir sur une structure qui peuvent être assez complexes. Des choses pour lesquelles il y a déjà des éléments qui existent. Alors dans la littérature, on a notamment les travaux de Burland, donc en Angleterre, qui a consisté à définir des classes de dommages dans les structures, essentiellement par l'observation soit d'ouverture de fissures, donc c'est le tableau à gauche, donc où on a différentes classes de dommages suivant l'ouverture des fissures réelles, échelle prototype, et puis de l'autre côté, sur le graphe de droite, on peut avoir une identification de ces dommages avec une combinaison entre déformation horizontale et distorsion globale de la structure. Donc l'idée simplement, c'est qu'on va essayer au travers des expérimentations et de l'instrumentation qui est mise en œuvre, on va essayer de voir comment est-ce que une structure peut rentrer dans l'une ou l'autre de ces classes de dommages suivant sa position par rapport à la cuvette d'affaissement. Donc le cas qui a été pris en compte, le cas, la structure, je dirais, prototype, c'est une structure en maçonnerie, donc plutôt une habitation, je dirais, simple. On a, le cas de référence, c'était la situation que l'on peut trouver dans l'est de la France, où on a des cavités minières qui vont s'effondrer et qui vont impacter des maisons en surface essentiellement. Et donc on va s'intéresser à ce type de structure, donc globalement une structure, disons 10 mètres par 10 mètres par 2,50 mètres de haut, une structure en maçonnerie, donc avec des blocs de taille de référence 20 cm, 50, 25, une fondation, alors pour simplifier les choses, parce qu'on n'était pas capable de faire beaucoup plus précis, une fondation de type radier. Et cette structure est impactée par l'effondrement ou l'affaissement d'une cavité de taille respectable, 10 mètres par 10 mètres, qui se situe à 12 mètres de profondeur et qui provoque un affaissement global de 1,20 m. 1,20 m, c'est l'ordre de grandeur d'un affaissement créé par une cavité minière qui va, par cause de foisonnement, provoquer un tassement plus faible que sa hauteur en surface. Donc l'échelle géométrique utilisée, c'est 1/40e, ça nous fait une maquette de 25 cm par 25 cm. Je le disais tout à l'heure, on a essayé de respecter au maximum les règles de similitude. Donc la maçonnerie est représentée par des petits blocs, donc de dimensions déduites des dimensions prototypes par l'échelle 1/40e, et avec des raideurs qui sont adaptées, on va dire. Donc là on a trouvé un matériau, le bois, qui rentre dans ces considérations-là. On sait, même si dans la suite je vais essentiellement vous montrer des résultats obtenus sur des structures sans mortier entre les blocs, on a aussi fait des petites manips avec le cas de structures en maçonnerie avec un mortier. Le mortier est à ce moment-là une colle à papier peint dont le dosage est réglé de manière à avoir la bonne raideur et la bonne résistance, compte tenu de l'échelle des règles de similitude.
Donc dernière chose avant de passer sur quelques résultats, la structure pour le suivi par caméra, par traitement d'image, il faut créer un mouchetis assez le plus aléatoire possible pour que l'on ait un bon fonctionnement de cette corrélation d'image. Donc vous avez sur les photos de droite, vous avez la vue donnée par la caméra ou les caméras qui sont au-dessus et qui visent le sol. Et donc vous voyez les zones en jaune progressivement qui deviennent rouges, qui correspondent aux déplacements verticaux du sol mesurés par la corrélation d'image. Vous avez sur la vue du centre l'allure de la cuvette de tassement que l'on obtient s'il n'y avait pas sans structure. Alors, le traitement d'image, donc ça permet d'avoir le mouvement à la surface, de bien se rendre compte de l'ampleur des mouvements et de la façon dont la structure peut éventuellement modifier la cuvette de tassement, la structure par son positionnement et sa rigidité. La chose la plus simple que l'on peut faire à partir de la vision des caméras qui sont centrées sur la structure, c'est une visualisation du champ de déformation. Ici, c'est une déformation horizontale, donc ça permettrait éventuellement de remonter dans le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure sur la définition des catégories d'endommagement. Mais on peut aller beaucoup plus précisément que ça et vraiment développer un outil d'analyse qui permet d'identifier au cours de la sollicitation, donc au cours de l'affaissement du terrain, identifier les ouvertures de fissures et qu'est-ce que ça représente en termes de longueur ou d'endommagement global mesuré. Donc ce traitement, ça passe par le biais d'une identification de chacun des blocs, de la maçonnerie, de l'identification pour ces blocs du mouvement de corps rigide, et puis après, en ayant deux blocs en contact, on peut, par différence, on peut déterminer quelle est l'ouverture du joint entre chacun de ces blocs. Et on a décidé de quantifier le dommage en disant, on a différentes valeurs d'ouverture de joint, donc celle qui était proposée par Burland comme seuil. Eh bien, on va créer un indicateur de dommage global qui correspond à la longueur cumulée des joints qui sont dans l'une des 5 catégories prédéfinies. Et donc on peut, comme ça, par exemple, obtenir, vous avez ici la vue à 3 instants ou pour 3 affaissements donnés, la vue des fissures qui sont obtenus dans une structure, donc ça se voit pas forcément très très bien, mais en haut on a globalement des fissures qui sont plutôt de catégorie D0, D2, on a peu de fissures qui sont complètement ouvertes, et puis progressivement vers le bas on voit qu'on a beaucoup plus de grosses fissures qui apparaissent, et surtout on voit bien des chemins préférentiels de fissuration qui apparaissent et qui sont liés à la position de la structure vis-à-vis de l'affaissement. Alors on peut regarder le même, je dirais la même chose que ce que vous avez ici, mais traduit en termes d'indicateurs, d'indicateurs de dommages. On peut le représenter sur les courbes qui sont à droite là-bas. Donc vous avez quatre graphes pour les 4, on a agrégé deux classes de dommages, la D0 et la D1, mais donc pour les classes de dommages que l'on avait définies précédemment, eh bien on a l'évolution de la longueur totale représentée par les joints qui sont dans ces catégories de dommages, et voir comment, donc d'une part comment ça progresse avec l'affaissement, et d'autre part voir comment la position de la structure vis-à-vis du centre de l'affaissement, comment est-ce que ça joue sur le développement plus ou moins important de telle ou telle catégorie de dommages, sachant que quand on est dans la dernière catégorie des 4, des 5, eh bien on a une position par exemple pour laquelle le pourcentage augmente rapidement, et celui-là c'est clairement on va aller jusqu'à la rupture. Donc ça nous permet de mieux identifier globalement, de mieux caractériser le développement du dommage dans une structure. Par ailleurs, on peut aussi réutiliser
la vision offerte par les caméras qui sont centrées sur la structure en analysant le mouvement du radier ou les déformations du radier lui-même. Donc on peut déterminer la déformation, le moment fléchissant, l'effort tranchant et surtout accéder à la réaction du sol et dans une perspective d'utilisation de ces résultats pour analyser l'interaction sol-structure. Par exemple, on peut remonter jusqu'au module de réaction de sol qui est mobilisé entre le radier et le sol. La deuxième application, très rapidement, que je pourrais vous proposer, c'est celle de l'utilisation de ce même simulateur de mouvement de terrain dans le cadre de l'analyse de l'effet d'un renforcement par géosynthétique d'une couche de sol sous l'effet de l'apparition d'une cavité. Ça, c'est ce que l'on a traité dans le cadre du projet REGIC, donc qui était mené avec Afitexinov et puis l'INERIS et le laboratoire 3SR, et qui avait pour objectif de s'intéresser au renforcement par géosynthétique intelligent. Alors le côté intelligent, on va le mettre de côté dans cette application, mais renforcement par géosynthétique sur cavité naturelle ou anthropique. Et plus exactement, on s'intéressait à la façon dont on pouvait dimensionner un tel renforcement, notamment dans le cadre d'un recouvrement avec un sol qui n'est pas un sol propre, pas un sol granulaire, mais un sol, je dirais, qui pouvait exister sur le terrain, donc un sol plutôt avec une cohésion. Donc l'objectif, c'était d'identifier le mécanisme d'effondrement, de déterminer l'action du sol sur le géosynthétique après l'effondrement, et puis analyser l'effet d'une surcharge en surface, typiquement l'effet d'un véhicule qui passerait sur une route sur lequel il y a déjà un affaissement qui a été observé. Donc dans ce cas-là, on a été jusqu'à utiliser un facteur d'échelle plus réduit, un quart seulement, et ce qui fait qu'à l'échelle prototype, le problème auquel on s'intéresse, c'est une cavité de 2 mètres de largeur, protégée par un géosynthétique à 50 cm de profondeur. Je dirais c'est l'application un petit peu cible que l'on avait en tête. Avec cette échelle d'un quart, ça revient à une cavité de 50 cm de côté, sous 12,5 cm de hauteur de sol. On a testé deux matériaux, sable de Fontainebleau, donc je dirais très classique, et puis un matériau plus cohérent, donc un mélange de sable et de kaolin. Et puis après la manip, c'est simplement, ça consiste à ouvrir progressivement la cavité, à observer la déformation du géosynthétique, et puis si tout est stable, à progresser dans l'application d'une charge en surface éventuellement jusqu'à la rupture. Et puis on peut s'intéresser, ou on s'est également intéressé à l'aspect des chargements. Donc l'idée, c'était à partir de ces manips d'essayer de valider ou pas les schémas d'interaction sol-géosynthétique qui peuvent être proposés, donc dans le cas d'un sol granulaire et dans le cas d'un sol cohérent. Alors le premier, c'est ce qui est dans la norme existante à l'heure actuelle. Le deuxième, ce n'est encore qu'un résultat de recherche, cette représentation de la sollicitation du géosynthétique par deux points de force appliquée, très, très localisés. Donc dans le premier cas, on a pu utiliser un sol granulaire, le sable de Fontainebleau, et notamment, par exemple, on peut représenter sur le graphe que vous avez à droite l'allure de la déformée, on mesure la déformée du géosynthétique sous la cavité. Donc les expériences sont les courbes avec des symboles ouverts, des ronds ou des triangles. Et puis on a pu comparer ça à 3 hypothèses de distribution de contraintes qui s'appliquent sur le géosynthétique au-dessus de la cavité, donc une répartition uniforme, une répartition dite triangulaire inversée ou une répartition au contraire parabolique. Ce qu'on a pu observer, et c'est heureux, c'est que quand on ouvre simplement la cavité sans appliquer de surcharge, on a une distribution qui est très proche de la distribution uniformément répartie, c'est ce qui est dans la norme.
En revanche, quand on applique une surcharge, on change de mécanisme et plus la charge est importante et plus la distribution devient parabolique. C'est une proposition, je dirais, d'évolution des règles, des méthodes de calcul qui peut être proposée à partir de ces manips. Si on regarde le cas d'un sol cohérent, là, de la même façon, on a bien pu, donc c'est le graphe du haut, on a bien pu reproduire, ou trouver que la déformation du géosynthétique, c'est un peu ce qu'on en imaginait au travers du modèle analytique proposé. Et puis donc on a pu calibrer le schéma de rupture à utiliser pour retrouver les résultats expérimentaux. Avec un des éléments importants, c'est d'arriver à identifier correctement le très fort report de charge qui existe vers l'extérieur dans ces cas-là, qui est mesuré de manière très frustre encore, par les capteurs de contraintes que l'on avait mis en œuvre sur le fond. Voilà, donc en conclusion, je vous ai présenté donc, 2 applications d'un simulateur de mouvement de terrain qui nous semble être un outil adapté et adaptable pour la modélisation physique donc sous gravité normale de différents phénomènes d'interaction sol-structure complexes. On l'a utilisé essentiellement comme un outil pour la compréhension des phénomènes dans des conditions contrôlées et répétables et pour le développement ou la validation de méthodes numériques et ou analytiques. On a donc peut-être l'élément important, c'est l'utilisation de la corrélation d'images pour bien identifier les phénomènes visibles, donc les mouvements du sol, de la structure, mais aussi l'endommagement. En revanche, les mesures à l'intérieur du modèle, on peut encore les améliorer, et c'est ce que l'on essaiera de faire par la suite. Par exemple, d'aller vers d'autres technologies de mesure. On a parlé des fibres optiques, c'est une des possibilités. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie, et si vous avez des questions.